Donc, ouais, ben oui, c'est Kickstarter. Donc, notre présentation est intitulée Penser le confort de l'ère du cozy gaming, sortir le capitalisme du feel good, parce qu'on se disait que, bon, capitaliste, surtout avec le groupe de Moludens, qu'on était surtout là-dedans récemment, on s'est dit, est-ce qu'on peut aller chercher un peu de bons sentiments de bonheur et de quiétude dans tout cela? Donc, est née l'idée d'aller du côté du cozy gaming, suivant aussi nos corpus respectifs, avec lesquels on a beaucoup d'atomes crochus. Ça se répercutait, et on trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant de venir discuter de ça aujourd'hui. Donc, le plan de la présentation, parce qu'on est en éducation, ça a l'air, on est clair, net et précis, on vous donne un plan. Donc, on va commencer avec quelques remarques sur leur corpus. On va vous présenter quels sont ces jeux sur lesquels on va vous parler. Après ça, on va essayer, à partir des caractéristiques, donner des définitions autant mécaniques, esthétiques et tout ça. Puis, après ça, passer aux codes sociaux et aux rapports au labeur. Et après ça, plus ouvert sur ce qu'on va faire autrement, qu'est-ce que ça peut nous procurer de plus. Donc, première chose, par rapport à notre corpus, on voulait faire un peu des remarques par la manière qu'on l'a construit. On ne s'est pas dit, OK, il faut absolument telle affaire. On est vraiment allé dans une idée d'abduction. Donc, partir de qu'est-ce qu'on connaît, qu'on sait qui est étiqueté de cozy gaming, que c'est la première chose, vous cherchez cozy gaming, qu'est-ce qui sort, pour par la suite vraiment constituer, OK, on a ça, mais vers quoi d'autre qu'on peut aller. Donc, c'est sûr, les premiers, les incontournables, on s'entend, c'est du Stardew Valley, c'est du Animal Crossing, et dans cette veine-là, tout ce qui peut imiter plus ou moins de proche, l'idée de faire du farming, d'avoir une île à entretenir, faire de la gestion, un peu de crafting on the side pour pouvoir créer une communauté sur un endroit donné, pour y donner revitalité par moment. Par la suite, on s'est mis à chercher un peu plus loin qu'est-ce qui est du cozy gaming, mais qui n'est pas nécessairement juste l'idée qu'on a une ferme, qu'on a un endroit à entretenir, qu'on doit aller chercher dans un verger des pommes, des poires, des ananas et toute la liste. On a toute la toune, merci. Excusez, c'est sorti tout seul. Le cerveau fait des belles choses. Donc, on est allé dans des formes de cozy plus connues qui ne sont pas nécessairement associées à du travail de la terre nécessairement, mais à d'autres formes de labeur ou de travail. Donc, Coffee Talk, si vous ne connaissez pas, qu'on fait davantage des breuvages dans une espèce de petit café le soir, la nuit, on interagit avec des personnages. Éventuellement, si on ne fait pas les bons breuvages, bien, parfois, on n'a pas les bonnes réponses ou on n'a pas les bons éléments de l'histoire qui viennent à se mettre en place. Ça va évoluer ici. Des jeux un peu à la unpacking ou to the left, que c'est des éléments à placer pour mettre de l'ordre, faire une sorte de ménage qui est vraiment satisfaisant quand on aime faire du ménage. On est quelqu'un de très type A, tout devrait être placé. Il y a quelque chose de satisfaisant là, de placer les choses, d'organiser, si vous voulez. Donc, on est allé avec des choses encore cosy, encore des esthétiques quand même similaires, de pixels, de QD, de teintes qu'on aimait bien. Puis là, on est allé avec qu'est-ce qui nous fait sentir bien, parce que le cozy, à la base, c'est du feel good, c'est pour nous faire ressentir comme un peu de plaisir, une satisfaction relaxe, souvent un aspect plus chill, entre guillemets. Et là, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions parce que Spiritfarer, je ne sais pas si vous connaissez, l'idée est quand même qu'on accompagne des personnes dans la mort. Il y a quand même du management qui est intéressant, qui nous fait penser à du cozy gaming, mais on s'entend, la thématique de la mort, c'est loin d'être joyeux, à moins que vous soyez emo, mais ça, c'est une autre histoire. Puis dans le même genre de veine, moi, Cult of the Lamb, c'est un de mes cozy games, c'est mon feel-good game. Oui, je m'en vais tabasser des personnes puis chercher des pauvres âmes perdues pour faire un culte dédié à une entité quelconque qui m'a donné la chance de survivre. C'est QD, oui, mais on s'entend, je fais quand même un culte, je sacrifie des personnes puis je dois aller battre des monstres. À quel point c'est du cozy ou du feel-good? Et c'est là qu'on est venu à parler de les cozy games puis le feel-good. Il y a des personnes comme Paul Chiggy qui vont même jusqu'à dire que Darkest Dungeons 2 est un jeu de feel-good, entre guillemets, puisqu'il retrouve toujours l'idée qu'il y a un espoir, malgré le fait que c'est très sombre, que ça va mal. Donc, il y a toujours cette idée il y a un aspect wholesome, parce que les personnages veulent aller vaincre la source du mal, qui est vraiment située. Il y a vraiment cet aspect-là, il y a toujours manière d'aller au-delà du evil, et donc de vaincre, si on veut dire, le mauvais. Donc, est-ce que le cozy gaming, c'est juste être QD, avoir une musique lo-fi, ou c'est plus... Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Est-ce que c'est des mécaniques? Est-ce que c'est plus que ça? Donc, on est allé un peu dans cette optique-là pour réfléchir à qu'est-ce que c'est du cozy gaming et des cozy games. Donc, Pierre, tu vas nous expliquer un peu plus, c'est quoi? Je vais essayer fort, du moins. Donc, ils vont un peu côté esthétique et scénario commun, parce que même, on va l'avoir aussi dans Cult of the Lamb, Spiritfarer, il y a des trucs qui se recoupent. Donc, il y a ce côté, le mignon, le cute, le kawaii, qui vient nous chercher des affects, développer quelque chose de cute. Il y avait Vincent Lavoie dans son livre Trop mignon, justement, qui parlait du rapport que, essentiellement, l'être humain est fait pour apprécier ce qui est cute, ce qui est larmoyant avec des gros yeux et une grosse tête. Là. Fait que, je baisse cette image de si ça a des gros yeux, avec comme un peu larmoyant et une grosse tête, on va nécessairement trouver ça cute, on va vouloir le protéger.
La version on regarde Animal Crossing comme, you know what, kind of true. Bon, il va plus loin dans son essai, on s'entend, mais il y a cette idée-là que ça crée des affects, ça crée des influences sur nous. Il y a le thème du nouveau départ, donc c'est le tabula rasa, de fait, bon, tout ce qui est passé avant, on s'en fout, tu arrives dans un nouveau décor, tu n'as pas de famille, tu n'as rien, voilà, tu arrives sur l'île. Donc, il n'y a pas de préoccupation autre que le moment présent. Et vient avec ça nécessairement l'archétype du personnage sauveur. Donc, on arrive sur l'île de Tom Nook, par exemple. Comment, mon Dieu, je vais faire la ville. Culte of the Lamb, je vais être le chef, la personne qui va gérer le culte, qui va ramener le dieu terrible et affreux. Bref. Il y a ce personnage qui joue un rôle de sauveur bien ou mal, on s'entend. Même chose avec Spiritfarers, que c'était là la passeuse d'âme qui vient. Donc, l'objectif, ça serait de venir en aide à des gens. On est la sauveur. Et cela est nécessairement lié à une forme du care, donc de prendre soin, de s'occuper, que ce soit autant un champ de patates, l'esprit de quelqu'un, des gens sacrifiés. Parce qu'il faut quand même s'occuper de leurs besoins, s'assurer qu'ils sont heureux dans le culte, que ce soit de futurs sacrifices qui sont de bonne humeur le matin quand ils vont avant de se faire sacrifier. Et ça se transmet aussi par des mécaniques. Donc, du côté des mécaniques, il y a l'action, tâche répétitive, séquentielle, qui est comme... Si on le faisait dans la vraie vie, ce ne serait pas une petite mécanique, ce ne serait pas un low pressure. Aller travailler sur un terrain, un champ, non. Non, mais c'est le fun, mais... J'ai essayé, j'ai échoué. Le seul truc que j'aime, c'est hacher des affaires avec une grosse hache. Mais à part de ça, quand on fait juste appuyer sur X, récolter les citrouilles, j'ai tué le fun. Donc, mais c'est aussi la répétition, la routine qu'on fait, par exemple, dans Stardew Valley, tu te lèves, tu vas aller t'occuper de ton terrain, tu vas faire ça. Après ça, comme on a tout notre système optimal, puis en fait, les communautés se développent des systèmes optimaux aussi par rapport aux actions possibles. À cela, on rajoute l'effet de temporalité. Et là, je pense, je ne sais pas la même temporalité. Je veux dire, dans Stardew Valley, il y a pas oui, il y a la jour, la nuit, le temps, tout ça, les saisons. Animal Crossing aussi, mais ce n'est pas du tout les mêmes impératifs ou impondérables qu'on a, nous, dans notre réalité. Et je reviens sur la répétition. Avec la petite citation, quand même, qui dit comme on prend plaisir à ça, la petite action mondaine, facile à faire, comme agréable, notre petit jeu de cellulaire avec le petit piton qui nous met de bonne humeur le matin. En fait, c'est comme prendre notre café, ça nous crée du bonheur. Hein. Je veux dire, on va sur le jeu pour ça. Donc, globalement, les types de mécaniques qui reviennent. Ah, j'ai dit que c'est moi qui faisais ça. Ben oui. Okay, tu as fait ça tout seul? Hein? C'est moi qui l'ai fait, c'est vrai. Donc, il n'y a pas encore une définition qui semble être claire, précise, puisque si on s'entend, le terme cozy gaming vient quand même du milieu des joueurs et de l'industrie qui ont décidé de mettre cette belle étiquette-là, au même titre que queer, LGBTQ+, ainsi de suite. Là, donc, on ne fera pas un débat là-dessus. Et contrairement à ce que certaines personnes pensent, ce n'est pas non plus du lazy gaming. Non plus. Donc, l'aspect cozy, le coziness en tant que tel, il y a un groupe qui s'est mis en place pour faire un peu des recherches, entre autres avec Short, qui est une des designers chez Kidsbox. Merci beaucoup. J'ai regardé Pierre, j'ai tu le sais. Ouais, donc, mon cerveau est parti. C'est ça. Donc, ils ont fait un gros rapport, ils ont fait des recherches à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à justement des gamers, des personnes qui font du design, pour mettre en place un peu des pratiques, si vous voulez, de bon design cozy ou de coziness. Et éventuellement, ils sont venus à définir plus ou moins le coziness comme étant la manière dont un jeu nous évoque l'idée de sécurité, d'abondance et de douceur, à défaut de dire softness autrement. Donc, brièvement, je vous fais quand même très, très rondement. Quand on parle de sécurité, c'est l'idée comme quoi il n'y a pas de danger imminent, il n'y a pas de risque à ce qu'on met en place ou à comment on joue. Donc, il n'y a pas de haut risque. Si on perd, il n'y a pas vraiment une perte majeure qui fait en sorte qu'on doit recommencer de zéro. Il y a toujours l'idée qu'on peut reprendre. Le failure est quand même bien accepté, bien traité, qu'on peut toujours se rattraper un peu, alors que c'est pas, on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a aussi toute l'idée justement que c'est familier, que c'est fiable, puis qu'on peut être vulnérable sans avoir des conséquences négatives graves. C'est correct de trouver ça mignon, puis d'être touché par le fait que je me fais fêter le jour de ma fête par des petits personnages qui sont vraiment mignons, bleus, avec des grands yeux, puis qui m'appellent genre « Amé », puis que je leur donne des cadeaux. Il y a un aspect vulnérable qui est accepté et acceptable. Il y a l'aspect d'abondance au sens que tous les niveaux inférieurs de besoins dans la pyramide de Maslow, ça vous dit quelque chose? Ouais, cool. Bon, c'est correct. J'espère, c'est bon, j'aime ça. Donc, tous les besoins primaires, donc se loger, manger, se nourrir, toutes ces choses-là sont déjà comblées. Donc, on peut aller à du haut niveau comme besoin, donc l'interaction significative avec d'autres personnes. Ce qui nous permet de justement travailler sur ces besoins-là parce que dans le jeu, nos personnages sont logés, ils peuvent déjà avoir mangé ou du moins, on n'a pas à se fier à ça. Puis on peut aller tout de suite dans des plus hauts niveaux de justement
s'intégrer à la société, vouloir développer des relations signifiantes avec des personnages. On manque techniquement de rien et il n'y a rien d'urgent ou d'imminent qui pourrait mettre ça en danger. Nos besoins de base sont toujours comblés. Finalement, il y a toujours l'aspect de la douceur qui est vraiment le fait que oui, on n'est pas dans un état d'excitation, vous m'excuserez, mais il n'y a pas une traduction plus appropriée de arousal. Donc, on n'est pas plus excité que, par exemple, dans un jeu de piou-piou, parce que les jeux de piou-piou, on est un peu sur le qui-vive constamment. On est vraiment dans l'idée que c'est quand même relaxant, on a le temps de se mettre en place, mais on a quand même un engagement puis une présence qui est forte en tant que joueur ou joueuse dans le jeu. On ne va pas se dissocier nécessairement parce que c'est moins excitant, entre guillemets. Il y a aussi tout le respect de l'intimité dans l'espace, de l'émotion qui est acceptée, acceptable, qui est présente, puis qu'on met en relation avec justement l'idée d'un rythme qui va être plus lent, au sens plus lent que le rythme qu'on vit, nous, en tant que joueurs et joueuses, quand on n'est pas dans le jeu. Donc, on a une portée gérable dans le temps qu'on investit, le temps qui est mis en place, mais aussi de gérer l'univers dans lequel on est. Donc, on peut faire le choix délibéré de se présenter à un moment dans le jeu où, par exemple, dans Animal Crossing, ben moi, je jouais juste le matin puis le soir. Ben, c'est sûr que je manquais de choses du milieu, mais en même temps, sur l'heure du dîner, je n'avais pas le temps, puis je ne le faisais pas. Fait que je changeais juste mon heure pour retrouver mon moment pour aller chercher mon poisson qui est là juste sur l'heure du dîner. T'sais. Donc, il y a un aspect gérable qui est intéressant et agréable du cozy qu'on va peut-être moins se permettre, qui est moins présent dans les jeux qui sont justement très intenses. Donc, éventuellement, le doux, en plus, comme tu l'as évoqué avec les personnages et l'esthétique, ça évoque quand même un aspect plus authentique, plus sincère, voire humain à certains moments, qui nous permet d'aller dans cette vulnérabilité-là et donc de vraiment se mettre dans la place du jeu et de l'apprécier pleinement. Ce qui nous mène vers... Ce qui, pour nous, quand on a commencé à préparer cette présentation, moi, je travaillais sur le punk par rapport à l'Homestead contemporaine, d'une approche donc, de science-fiction par rapport à la réalité du terrain. Et en discutant avec Amélie et Pierre, on se rend compte qu'on a les 3 grandes catégories qu'Amélie vient de vous présenter, qu'on retrouve. Si l'abondance est plutôt devenue de la production, on est plutôt dans une idée de, à petite échelle, produire des choses, que ce soit des denrées alimentaires ou autres. On a également un aspect d'optimisation, de routine qui se met en place, de répétition des tâches, mais aussi un aspect qu'on a appelé réseau alternatif, mais de lien entre les personnes et de recherche de créer une société localisée, de communauté, exactement comme on aurait sur une île où on va s'échanger des plans de construction pour fabriquer des nouveaux meubles, etc. Ce parallèle s'arrête là où, comme Pierre le disait, on se confronte au labeur. Si c'est très sympa de ramasser des citrouilles en appuyant sur X, c'est beaucoup plus dur dans la réalité. Et c'est ce qui nous semblait le point de pivot autour du cozy game et de ce qui nous interpellait. Pourquoi ? On trouve ça super confortable alors que tout nous ramène à du travail ultra fastidieux, ultra physique, qui est finalement très loin de ce qu'on pourrait considérer comme du confort. Oui, c'est bon. C'est pas sûr de qui allait le prendre, je le prends. Elle n'a pas de nom, celle-là. Elle n'a pas de nom, on a 5. oublié. Abrège. Abrège. Donc, dans cet absolu de, comme je pourrais dire ça, le parallèle avec la Homestead, il nous parlait beaucoup. Fait qu'on fait, OK, mettons qu'on comprend le côté labeur, donc le bonheur, les affects qui sont créés sont plus du côté donc, de la communauté. Donc, on est allé creuser de ce côté-là. Autant la communauté, quand on dit communauté, c'est autant dans le jeu, donc les personnages, NPC, blablabla, comment ils réagissent, qu'à l'extérieur du jeu, les communautés de joueurs, ce qui se font autour de tout ça. Je pense que je peux juste dire Animal Crossing, pandémie, tout le monde fait comme ouais. Fait que ça, c'est un beau cas, Moulidens en a parlé. Plein de monde en ont parlé, même je nous plug. Mais par contre, ça reproduit toujours ces mêmes structures de classe, de relations. On ne se sort pas de ces problèmes-là de structure, de hiérarchisation, de pouvoir. On est quand même pogné là-dedans, mais soudainement, on y prend plus goût. Même si au final, Tom Nook, c'est le banquier, il faut juste que tu y rembourses. Au final, la dette, l'argent que tu as pris. Il ne va pas venir te péter les jambes ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une relation de pouvoir. Et donc, nous faisons la transition vers plus le labeur, les codes sociaux qui leur sont attribués. Donc, notre question était donc est-ce qu'il y a une ludification du labeur et est-ce que vraiment ça peut fonctionner comme quelque chose de réconfortant si on s'arrête 2 minutes pour y penser et qu'on n'est pas juste à se dire « Ah, that's cute !» Donc, comme on l'a dit, il y a un retour à la nature qui, de fait, est un retour au labeur parce que ça force les différents protagonistes à travailler, à crafter des choses, à travailler la terre, à avoir vraiment les mains dans le cambouis. Ce qui vient avec une jauge d'énergie au travail
Et c'est pas très confortable de voir son énergie baisser au fur et à mesure qu'on fait des choses. De base, dans la vraie vie non plus, c'est pas très agréable. Mais, comme dans la vraie vie, il y a cet impératif de progresser, de faire ce qu'on appelait sa propre fortune, mais plus largement d'être capable de produire pour pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir trouver par nos occupations une place dans le groupe. Cette place ne fonctionne dans les cozy games qu'on a étudiés que par un travail, une forme de travail, quelle qu'elle soit. Et c'est cet enjeu de valoriser le travail qui scinde ces jeux. D'un côté, on va vraiment avoir des jeux de ferme où le but va être de faire de la ferme, donc de l'agriculture, de faire pousser des choses, ce qui nous ramène encore une fois au travail dur et physique dont je parlais, mais où toutes les interactions vont tourner autour de cette production primaire, de répondre à un besoin qui semble évident. Il faut manger, donc il faut avoir tout un tas de productions qui permettent aux différents personnages de se nourrir. Mais aussi un côté plus crafting qui souvent est plus intégré dans des jeux peut-être un peu moins évidemment cosy, comme on prenait l'exemple de Coffee Talk tout à l'heure, de préparer des boissons et des lattés et tout un tas de thés compliqués pour des protagonistes en ville. On va avoir tout un tas d'artisanats qui vont être représentés, donc barista, des guides dans Hello Kitty Island par exemple. Ça peut être au contraire des choses plus terre à terre, comme de glaner, de cueillir ou de fabriquer des objets. On va passer là-dessus parce que j'en ai parlé et que j'ai vu qu'on avait plus de temps. Ouais. Yes. Donc Pierre, c'est bah oui. toi. Bon, Toi qui prends le relais. OK. Il reste combien de temps? J'ai pas vu le mouvement de main. 2 minutes. C'est dur Voilà. pour Pierre. On a du temps pour jaser. Ceux qui me connaissent savent que Ça sera pas 2 minutes. c'est avec ça. Pierre. Ouais, non. Donc, je vais aller avec ça. Puis vous viendrez me voir après si vous avez des questions sur les affects. Je ne m'étendrai pas poser la là-dessus. question. Hey, la slide que tu n'as pas skippée. Ben, Kawaii. ouais, ça, c'est la petite citation. Donc, en gros, ce qu'on voulait en venir, c'est justement ces rapports de codes sociaux, autant la reproduction des codes sociaux que la reproduction de la tâche physique sans le côté pas cool de la tâche physique. Ça nous permet d'avoir des affects, de provoquer des affects, autant pour nous que par rapport au jeu. Donc, on vient changer un peu comme la dynamique du jeu avec nous. Genre, quand je saute dans Mario, oui, je fais une action physique, mais ça ne produit pas le même affect que quand je fais un café à quelqu'un. C'est pas la même chance. Ça vient changer un peu le réseau de signification du jeu, comment j'interagis avec, et tout ce gros mécanisme de dialogue-là, de signes, même si on se dit, ben, c'est juste le jeu, il ne parle pas. Non, mais moi, ma vision du jeu va changer selon mon rapport à celui-ci. Donc, c'est là le point tournant du cozy game. C'est pour ça aussi que la définition est à la fois très large et très restreinte, dans le sens que c'est aussi une expérience totalement personnelle parce qu'elle est affective. La citation de Youngblood là-dessus est quand même chouette. Vous le lirez un autre jour parce qu'on va aller vite. Tout ça pour dire qu'éventuellement, l'aspect de cozy gaming nous permet de parler aussi de comment on peut résister à des systèmes oppressifs, je ne veux pas dire capitalisme, patriarcat et compagnie, mais vous le savez. Comment ça peut présenter ces éléments-là, comment on résiste par l'idée du confort, du coziness. Entre autres, on peut revenir au radical softness qui a été évoqué par Mathis par rapport au fait qu'on peut partager nos émotions, être vulnérable et accepter d'être vulnérable. Parce que la société nous demande d'être, surtout vous, messieurs, les hommes, d'être des personnes impassibles avec aucun sentiment. Mais là, on accepte que l'idée, c'est justement, on est dans un monde toxique qui n'accepte pas ça. Embrassons nos émotions, peu importe comment elles ressortent. On peut parler aussi du radical slowness que Scully Baker a mis de l'avant, qui est vraiment intéressant, comme quoi, de manière délibérée, on fait exprès de ne pas embarquer dans ces routines, dans ces cycles de rapidité. Donc, choisir de jouer à un jeu que ça fait des années qu'il est sorti pour ne pas jouer au prochain parce qu'on sait très bien que c'est juste l'impératif d'en sortir un l'année d'après. Donc, on peut faire ces choix-là et avec le coziness, on s'entend, on est dans une relation de rapport au lent par rapport aux jeux dans lesquels on est, par rapport à notre vie réelle. Parce que je ne pense pas que vous prenez vraiment toujours constamment le temps de collecter toutes les rushs qu'il y a dans votre cours. En tout cas, s'il vous plaît. Je pourrais. Tu pourrais. Et finalement, ça revient aussi à l'idée du radical self-care, de l'ordre, qui fait juste parler comme quoi c'est important de faire attention à nous, pas juste de se faire un masque de beauté puis un bain. Puis, éventuellement, on peut parler du coziness comme étant une philosophie radicale, une chose qui a été mise de l'avant à la fin du rapport de Short et compagnie. Fait que je vais vous finir là-dessus. Vous pourrez aller le lire en ligne, il est fascinant. Si jamais vous voulez prendre une photo, on a des ressources ici. Fait que c'est ça, on fait ça. Là, je vais des... Je vais juste vous demander vos slides. C'est correct. On peut les partager aussi, ça me fait plaisir. Il n'y a pas de trademark, à part qu'Amélie fait vraiment des PowerPoint vraiment trop cool. C'est le seul trademark qu'il faut garder. J'aime ça faire ça. Merci beaucoup.
coup, on peut donner quand même 15 minutes de questions. Donc, je peux te déranger. On va juste dire du cozy playing. Là, c'est mon attitude. Le cozy gaming, c'est l'objet formel. Ça serait là-dessus. Dans le fond, que tu peux faire du cozy gaming dans un jeu genre à la Legend of Zelda, dans du Elden Ring, parce que tu fais le choix délibéré, ça serait du cozy gaming. Mais c'est qu'il y a des jeux qui vont mettre en place tout de suite les codes d'interprétation pour t'amener à faire du cozy gaming. Playing. Bah, playing, si tu préfères. J'ai l'impression que moi, ça enlève une connotation oui. plus efficace. C'est que, oui. Jouer ou c'est comme l'objet formel versus l'attitude. Oui. Ben, en fait, je reprends cozy gaming parce qu'entre autres, Youngblood utilise le mot cozy gaming, mais oui, ça serait du cozy playing dans le sens que c'est l'attitude que tu décides d'amener quand tu es un joueur ou une joueuse. Oui. Oui, je pense que la distinction pourrait se faire sans problème. J'ai vu un bras derrière. Est-ce que c'était. Oui. Oui. En fait, c'est par rapport au cozy game, je trouve que c'est intéressant parce que vous parlez d'une forme de résistance parlementaire et tout ça. Il y a quelques articles qui sont sortis. Ce n'est pas des articles scientifiques, c'est des petits articles de blog sur, je les ai repérés par Critical Distance. Je ne sais pas si c'est un site que vous connaissez. Oui. Justement, c'est des gens qui défonçaient la logique du cozy game qui disaient qu'en fait, c'est une manière dans la reproduction du confort, nécessairement, ça s'inscrit justement encore une fois dans le jeu du système capitaliste et tout ça. Mais qu'en fait, le cozy game représente plutôt une sorte de forme d'hégémonie de c'est quoi le confort par l'extériorisation de ce qui est inconfortable ou par l'isolation justement d'une classe économique dans sa propre bulle de son idéal. Mais ça fait longtemps que j'ai lu ces textes-là, que je ne sais plus exactement c'est vers où ils s'en vont avec cette critique-là. Il y avait une forme de critique comme un des articles critiques qui comparait ça, par exemple, le cozy game comme un quartier riche dans une ville où est-ce que ce quartier-là va tenter de bâtir sur une certaine architecture pour comme se différencier des autres quartiers plus pauvres de la ville. Mais aussi comme pour s'isoler visuellement des autres quartiers pour ne pas voir la réalité des autres quartiers. C'est ça. Fait que j'étais curieux de savoir justement si vous avez vu des choses par rapport à ça ou si vous avez. Bon, je peux aller. Ça vient carrément à l'inverse. Ben oui. Je trouve que c'est intéressant parce que ça le remet sur sa tête. À mon avis, comme tu dis, c'est vraiment une bonne critique du cozy gaming parce que justement, comme la valeur qu'on attribue à une forme de confort, quelle forme de confort, de quelle manière, selon les personnes et tout ça, c'est sûr. Fait qu'on peut pas s'empêcher un peu de se dire comme dans tous les jeux, il y a du capitalisme. On s'en tire pas. Fait que c'est de faire abstraction de l'éléphant dans la pièce. Même là, on voit que justement que ça nous cause problème de faire comme oui, mais il y a ce problème de ressources. Mais c'est surtout que les gens, puis là, je parle de jeux qui ont été faits dans cette optique-là, pas de jeux que je décide comme Cult of the Lamb, moi je trouve ça cozy. Ou genre, moi personnellement, faire du crafting dans un MMO, c'est mon cozy game, mon cozy play, je dirais même que c'est mon cozy gaming parce que je suis comme, le jeu est devenu ça pour moi. Fait que si on va chercher juste ces éléments-là, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté dans les jeux d'aller à contre-courant un peu, mais à tâtons, genre, on veut vendre des jeux, fait qu'on va pas trop. On essaie quand même de reproduire des codes que les gens vont reconnaître et apprécier. Fait que toute cette dynamique-là, c'est excessivement complexe. Puis j'aime ça que les gens sortent ces critiques-là parce que ça fait justement le contrepoint juste parfait pour développer et aller plus loin. Et si je peux juste rajouter, c'est bien un truc de classe sup de trouver ça confortable. Le labeur est rarement cosy pour les gens qui sont dedans. Quand on est barista toute la journée, on n'a pas forcément envie de jouer à faire des cafés le soir. Non, on a donc, essayé. Il y a quand même cette distance-là qui aussi vient poser question par rapport à la position que peut prendre le cozy gaming. Je pense. J'ai vu plusieurs mails. Allez-y, tous en même temps. Justement, ça rebondit sur cette question. En fait, dans mon expérience personnelle, j'ai joué à Animal Crossing et j'ai jamais senti ce côté masse personnellement. Et je pense que ça vient du fait que la mécanique aborde le système capitaliste en fait, surtout avec la dette. Et du coup, je me sens très stressée quand je joue au jeu. Et je me demande en fait, est-ce qu'il y a des jeux qui réfléchissent le coziness à travers des mécaniques anti-capitalistes. Et ça m'a rappelé, du coup, le seul jeu vraiment que je sens cozy, c'est, vous savez, les petits œufs, la Tamagotchi. Oui. Oh. Et c'est le seul jeu parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui sort un peu des restrictions capitalistes et qui nous donne juste un sentiment de take care of someone. Donc ça me parle plus en termes de confort que
Animal Crossing. Si je peux rebondir rapidement là-dessus, avec Homo Ludens, depuis 2 ans, on se questionne atrocement sur les mécaniques liées à ça et est-ce qu'un jeu peut réellement être anticapitaliste? So far, nope! Si on est en plus au postulat que le jeu vidéo est nécessairement capitaliste dans son état. Fait que, à ce moment-là, c'est oui. Par exemple, je prends Animal Crossing. Moi aussi, je trouvais ça stressant au début de faire comme, mais là, il faut que je me connecte tous les dimanches matins pour vendre mes maudits navets. Puis si j'ai pas le bon prix, là, mon désir d'optimisation, là, il y avait d'anxiété. Il y a aussi ça, je pense qu'il y a aussi la manière dont tu vas jouer au jeu. Tu sais, je veux dire, moi, Animal Crossing, oui, la dette me stresse, mais j'ai fait le choix délibéré de non, jamais je ne vais payer ta dette, Tom Nook, fuck you. J'allais pas trader mes turnips parce que ça me créait de l'anxiété à tous les matins. Ce qui revient chercher le commentaire. Au playing qu'on évoquait, tu veux dire, il y a aussi qu'est-ce que tu acceptes du contrat social du jeu. De faire ou de non faire. Je veux dire, il y a des jeux, moi j'accepte de. Par exemple, je joue présentement, je suis en train de jouer à Witchwood. Puis oui, il y a de la monnaie, mais je fais le choix délibéré de ne jamais acheter des choses avec ma monnaie. Je ne fais qu'échanger mes services et faire du crafting. Parce que c'est cool le crafting. crafting. Ça ne sert à rien l'argent là-dedans, mais c'est une autre histoire, c'est une sorcière. Je me demandais une question par rapport à l'historique des Cozy Games, parce qu'il y a beaucoup de références que vous faites et d'exemples que vous sortez. Qui sont un peu dans 2 catégories. Il y a des jeux qui ont l'air d'être un peu multisystèmes, dans le sens qu'il y a un système cozy et un système pas cozy. Cult of the Lamb, que je vais prendre comme jeu cozy, dans son chose que j'avais dit. Mais aussi, comme le reste du jeu, c'est on tape des choses avec des armes. Ça, c'est objectivement pas cozy. Il y a des jeux comme Coffee Talk, que c'est vraiment comme on dirait quasiment que c'est un mini-game. Il pourrait être un mini-game dans un autre jeu. Et on dirait, ça me pose la question dans ma tête de est-ce que les Cozy Games ont été comme une espèce d'évolution de l'extraction de systèmes cozy de d'autres jeux? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez fait de l'historique de ces jeux-là? C'est l'historique? Moi, j'ai lu ça. Moi, je suis tombé sur un article justement qui se posait exactement la question, mais je ne l'ai pas encore lu. Fait que ta question est pile poil. Je sais, je suis tombé dessus genre hier, je suis cool, ça va être le fun de. Bon, pas le temps. Non, pas le temps. Mais il dit justement comme qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement, de cette ludification de mécanique, en fait, ce rapport d'affect et de mécanique, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est amené ça? Puis il y avait quelque chose du côté des minigames qui permet d'être je peux dire de côté du jeu, parce que c'est quand même dans le jeu, dans l'univers, mais comme de prendre le pas de recul, ralentir. Le classique de comme le monde est en train de mourir, Link, sauve-nous, puis t'es juste en train de pêcher. Là. Ça, c'est du cozy techniquement, selon certains. Genre, ça pourrait être ça. Moi, je veux le savoir. Puis j'ai vu l'intitulé hier, je veux le savoir. Moi, je dirais que c'est le mode sans fin de Tetris que tu fais juste tout le temps. Ouais, mais c'est tout sauf cozy, cette affaire-là. Ça dépend du monde. Oh, mais God. Il y a je sais que dernièrement, il y a beaucoup de papiers qui se questionnent sur est-ce que le jeu est vraiment cozy? Est-ce que c'est une thématique cozy qu'on applique à des jeux? Parce qu'il y a des jeux, c'est clairement, comme tu dis, Cult of the Lamb, c'est le jumelage de 2 manières de jouer d'une gestion, un qui est plus de tapage dans le tas, qui s'est mis ensemble. Puis il y a un peu tout ça qui est délibéré, qui est réfléchi. Puis en plus, rajoute le cozy game qui est très à la mode. Donc, on s'entend, on étique tout ce qu'on peut étiqueter avec. Il y a beaucoup de ces questions-là qui sont intéressantes. Moi, il y a une chose que je me questionne, c'est à quel point l'impact de la pandémie aussi a fait en sorte qu'il y a plus de cozy games. Parce que beaucoup des jeux qu'on a évoqués qui sont cozy datent de 20, 2021, 2022. Avant ça, il y en a aussi, je veux dire, Animal Crossing existait bien avant. Mais est-ce qu'il y avait aussi l'engouement du cozy game autour que ça? Parce que moi, dans ma tête, quand j'ai joué à New Leaf, c'était du management. C'était pas du cozy game. Fait qu'il y a aussi peut-être ça qui est à investiguer. Je vois beaucoup d'articles qui disent Cozy games are finally getting the dark turn they needed. Oui, parce que là, il y a aussi des jeux cozy games qui sont des jeux plus d'horreur ou plus tristes. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourra évoquer éventuellement, mais c'est fascinant comment Dredge, c'est un cozy horreur. On va avoir des paliers de cozy, là. Fait que ça va devenir un nouveau. Oui, je suis content que Tamagotchi soit apparu dans la conversation parce que justement, quand vous parliez de jeu et tout ça, puis la question qui vient avec ça, pour moi, c'est dans les 3 critères que vous aviez disposés qui sont super intéressants parce que c'est vraiment le fun de les structurer comme ça. Mais effectivement, le critère de sécurité, je me posais une question parce qu'on dirait des fois presque qu'il est, je peux dire, un peu contradictoire avec le critère de care. Moi, l'exemple que je ressors pour mon cozy game, c'est The Sims, nécessairement, c'est l'année 2000 puis il continue. Mais The Sims, c'est un jeu qui est 0-0 dans la sécurité. Ton personnage va mourir si jamais tu perds de l'écran. Donc, il y a un concept de care constant qui n'est pas, mettons, dans le monde passé. Les personnages vont faire ce qu'ils veulent. Puis, la perspective que j'avais, c'est un peu comme le principe du Tamagotchi, c'est que c'est sûr que je m'attache beaucoup plus à des créatures qui dépendent de moi pour leur
vous allez venus que des créateurs qui sont parfaitement autonomes, puis des fois, je leur parle. Cult of the Lamb aussi, un peu dans cette direction-là. Puis, tu sais, Stardew Valley, les personnages sont secondaires, mais la ferme dépend de toi, donc you care for your farm, puis pour tes animaux. Puis, tu sais, différents jeux managent ce risque différemment là. Effectivement, c'est Stardew, qui ne peuvent jamais perdre, je pense, de l'affection si tu les brosses pas, tes vaches. Harvest Moon, je pense que Equay, non seulement fâché, puis arrêter de produire du lait, fait que comme chaque jeu a fait son équilibre. Mais avez-vous vu justement cette espèce de, peut-être pas directement une contradiction, mais cette espèce de tension-là entre le care et la sécurité? Est-ce que c'est vraiment si sécuritaire que ça? En fait, est-ce qu'on s'attache vraiment aux personnages si on n'a aucun risque de les perdre ou de les mécontenter ou quoi que ce soit, ou de passer à côté de contenu? Tu sais, Coffee Time, il faut quand même bien servir le bon brew pour avoir le bon cutting. Donc, il y a un risque inhérent, même dans les cozy games, à rater, qui nous encourage à care, parce que ce qu'on fait a un but. Mais encore là, tu sais, mettons Coffee Talk, si tu le rates, il reste quand même que tu as autre chose. Tu as quand même une continuité au jeu. Tu n'as jamais une fin finale de il n'y a plus rien qui se passe. Je pense qu'il y a ça qui était évoqué par rapport au risque, dans le sens que si tu fails, mettons, tu ne sers pas le bon café au personnage. Oui, tu n'auras pas, mettons, le cutscene qui est associé à la bonne fin du jeu, mais tu as quand même le jeu qui va continuer et qui ne va pas te pénaliser d'avoir fait le mauvais choix. Je pense que c'est vraiment dans cet aspect-là que la sécurité est mise de l'avant, dans le sens que tu n'es jamais complètement pénalisé, au sens que tu n'as pas un nombre de vies que si tu rates, tu meurs, ça finit là. Je pense que c'était surtout ça leur aspect de sécurité, la manière que je l'ai compris. Pour ce qui est du care, le care est à plusieurs niveaux, comme tu as évoqué, le lieu, l'endroit, les personnages. Moi, ce que je pense, c'est le lieu va être un care que tu vas avoir inévitablement à faire, puisque généralement, quand c'est des jeux à la Stardew ou Animal Crossing, tu t'occupes d'un lieu. C'est là que le care va passer beaucoup plus que les personnages. L'aspect personnage pour développer de l'affect, comme dans Animal Crossing, ça va venir davantage avec le cuteness, le fait qu'ils sont mignons, puis que tu vas t'attacher au fait qu'ils sont cute, puis ils disent des choses qui n'ont aucun bon sens. Je pense là, tout le rôle du cuteness puis du kawaii, parce que je fais le plus le lien avec le kawaii que je connais plus, c'est vraiment l'association de tu vas avoir de l'affection qui se développe par le fait que tu les trouves mignons, tu vas commencer à les apprendre, tu vas devoir fêter leur fête, tu vas leur donner des cadeaux, et ainsi de suite. Le cœur va se manifester de même au lieu de l'entretien au sens de devoir t'occuper d'eux pour qu'ils restent en vie. Je pense que c'est là que le care risque de plus prendre sa place, puis c'est pour ça qu'il y a peut-être moins un enjeu de risque dans ces éléments-là, puisque c'est juste développer de l'affection. Si tu ne développes pas d'affection, il va partir, puis ça finit là, puis tu ne pars pas, tu sais, parce que tu vas avoir un autre villager qui va arriver à un moment donné. Je pense que c'est des tensions qui existent, mais qui sont comme à divers niveaux selon les jeux également. Si je peux renchérir rapidement, je vais encore rebondir sur la distinction play, puis tout ça, comme est-ce que c'est finalement le jeu ou plus? Ça dépend aussi de tes intentions de jeu. Parce que tu peux jouer les Sims de manière très rough, si tu veux. Puis c'est ça, tu peux le rendre très cozy, mais ça dépend. En tout cas, en littérature, on va dire ton... Piscine pas d'échelle. Piscine pas d'échelle. Là, je vais marier la mort. Regarde ça, je te dis, c'est carrément. Hey, partez-moi pas là-dessus. Non, pas. OK. Central. Mais oui, donc, cette idée en littérature, on va dire, c'est quoi ton contrat de lecture? C'est quoi? Le suspension of disbelief, c'est quoi ton contrat de lecture? Donc, mettons qu'on met du côté du jeu vidéo, c'est quoi tes attentes et à quel point tu veux t'impliquer dans la narration, dans les mécaniques, etc. Animal Crossing, tu peux jouer hyper méthodique. Et tu peux aussi brailler quand tu arrives avec trop de personnages sur ton île et tu t'en veux un nouveau. Tu dis, je ne sais pas lequel qui va partir, je ne suis pas capable. Ça dépend de ton implication, toi, en tant que personne qui joue, de ta communauté, tout ça. Et d'où la question de comme, c'est un genre, c'est un thème, c'est une intention d'affect, c'est une réponse à la pandémie, c'est une réponse à la fin du monde. Il y a comme tous ces éléments-là qui complexifient la chose alors que c'est censé être cozy, cute, nice. Là, tu es juste comme. Je tue des personnes, des enfants dans Cult of the Lamb, je suis une mauvaise personne. Mais c'est vraiment le fun. Comme, on a ce dialogue, même nous autres, quand on joue, c'est cosy, mais hésite. On attend pour juste une question. Sébastien, je vais peut-être donner la parole à Christo parce que tu as déjà parlé une fois. Bien, c'est pour rebondir, puis vous l'avez déjà bien exploré, mais genre, c'est pour rebondir sur comme l'idée, est-ce qu'il y a une intention d'affect, dans le sens que comme moi, ça m'appelle moins les titres que vous avez mis là. Pour moi, quand je suis en mode devant mon ordi, puis je suis comme, OK, je veux être cozy à soir. C'est pas vers ces titres-là que je me tourne. Alors, mon explosion d'affect, moi, c'est plus comme, je vais aller vers un petit truc, roguelike, puis mais il y aura du sang partout, des explosions, puis je vais être sur le stress, whatever.
Mais pour moi, le fait de ne pas avoir besoin, mettons, de m'investir dans une histoire profonde, des choix en particulier, puis juste pouvoir faire une partie, puis m'en aller après, cette relation d'affect-là, je la retrouve dans ce type de jeu-là. Fait que je me demande, quand on est capable de stretcher, puis c'est un peu ça le problème, justement, on peut pas dire que c'est juste une esthétique, juste des mécaniques, juste un genre ou juste un ensemble de trucs, parce qu'il y a toujours l'aspect du joueur ou de la joueuse, comment il va se mettre à jouer. Je veux dire, moi, mon feel-good, c'est jouer à Arcana of Time. Là. Je veux dire, quand tu fais le temple de l'eau, c'est rare que tu es vraiment serein. Jamais. PTSD. Fait que, tu sais, je veux dire, mais moi, ça a toujours été mon feel-good game. Je veux dire, je le refais à chaque été, là, parce que ça me fait plaisir. C'est comme un peu un livre que tu reviens, puis c'est pas nécessairement le livre de l'année, mais pour toi, il y a quelque chose de le fun. Je pense qu'il y a un peu de cet aspect-là de feel-good qui est inhérent. D'où pourquoi j'ai évoqué Darkest Dungeon de Potfigure, parce que lui, c'est son feel-good. Parce qu'il est comme, c'est tellement beau, il y a toujours de l'espoir, puis t'es comme, ouais, mais c'est à cause que tu t'en vas battre le pire evil de l'univers, puis il y a du sang partout. Mais pour lui, c'est feel-good. Je pense qu'il y a l'aspect de le code qui nous permet d'embarquer là-dedans aussi. Puis là-dessus, on ne pense pas non plus à nous, nos référents de gamers ou de gamers aussi, qui sont différents que si tu prends un casual. Justement, mon chum, il joue à Animal Crossing, il voit un jeu de gestion 101. C'est un comptable. C'est clair pour lui, c'est de la gestion, il n'y a rien d'autre qui se passe. Là. Genre, que ce soit un cheval ou que ce soit un chat, là, dernier de tes soucis, le villager. Puis, je pourrais tenir peut-être ce commentaire-là, moi, tu voulais ajouter quelque chose. C'est peut-être comme on a, mettons, souvent au début des jeux, on disait comme c'est juste des mécaniques, blablabla. Là, on fait comme, maintenant, on a une passe comme, la narration existe, puis là, ça s'est tapé, fait comme, OK, les deux vont ensemble. Mais là, peut-être qu'on est juste en train de se rendre compte qu'on peut théoriser et conceptualiser, provoquer des sentiments par le mix de tout ça, comme cibler une forme d'affect qui est différente selon l'individu. Ton public cible, c'est pas juste, entre guillemets, l'homme blanc qui tire dans le tas de 40-50 ans. Non. Il est plus développé, il est différent. Il y en a assez des jeux. Il y en a assez, là. Il y en a assez, là. Il y a Call of Duty qui sort à chaque deux ans, puis un NHL, bref. Hey. Je suis dans le stéréotype. C'était facile, c'était un shot fired facile. Mais j'ai l'impression aussi qu'on commence, autant en tant que joueur que théoricien, comment des mécaniques bien pensées, dans une histoire bien pensée, peuvent vraiment faire une adéquation parfaite et provoquer un affect. On est peut-être juste en train de se rendre compte que ça a toujours existé, cette affaire-là. Là, on a décidé de passer à la mode de mettre l'étiquette Cozy Gaming. Oui, après ça,